On est très content de vous retrouver en ce mercredi avec Philippe David. Ça va, Philippe David? Ça va très bien. Surtout là d'apprendre qu'Antoine Dupont va faire les JO pour l'équipe de France en rugby à 7. Je me dis qu'il va nous ramener une médaille d'or. Ah bon? Pas vous? Ouais, vous nous aviez dit la même chose pour la Coupe du Monde. Oui, c'est pas faux. Heureusement que Françoise de Gaulle est pas là, elle aurait dit que j'étais le pire pronostiqueur qu'elle connaissait. Bah non, mais moi j'ai envie de vous dire, vous êtes un chat noir, taisez-vous. Surtout, c'est tout ce que je vous demande. Miaou, miaou. On est ravis de vous retrouver. 0826 300 300, ce numéro de téléphone que on vous propose de composer pour éventuellement traiter de l'actualité, donner votre avis, ce qui est plus important pour nous. Parlons vrai. Sud Radio, la radio des territoires. Vous êtes la possibilité de nous écouter sur Twitter, enfin bien sûr de nous lire en tout cas sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook et bien sûr de vous abonner à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas. Allez, le sommaire de cette émission, le grand débat des jours, c'est à partir de 17h30. Les vacances de Noël, de nouveau menacées par une grève des cheminots. Dans un courrier adressé aux autres syndicats de la SNCF, Sudrail propose une mobilisation en décembre face à des augmentations de salaire jugées selon eux insuffisantes. L'an dernier, un mouvement des contrôleurs lancé sur les réseaux sociaux avait déjà chamboulé beaucoup les départs en vacances de Noël. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous qui avez réservé votre billet de train, est-ce que vous dites finalement cet appel à la grève, c'est la meilleure publicité qu'on pourrait faire pour la voiture? C'est la 15e grève depuis 2002. 15e grève en 21 ans à la période de Noël. Est-ce que vous pensez que ça va un peu loin ou est-ce que vous pensez qu'ils ont raison, que c'est le bon moment pour mettre la pression? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et pour le moment, soutenez-vous l'idée d'une grève de Sudrail pour les vacances de Noël? Vous dites non à 67%. Et notre invité pour en parler, Eric Meyer, secrétaire fédéral du syndicat Sudrail. Et puis le coup de projecteur des vraies voix, 18h30. Le président de la République s'est rendu dans les Hauts-de-France hier. 244 communes classées en catastrophe naturelle dans le Pas-de-Calais et le Nord. Après plusieurs jours de pluie et d'inondations, un phénomène qui touche 5000 habitations. 1400 personnes évacuées depuis le 6 novembre. Avec l'augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes, à terme, des zones entières de l'Hexagone pourraient se retrouver sous l'eau, Philippe. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez peur que certaines parties de la France deviennent inhabitables? Cécile parlait des Hauts-de-France, c'est aussi le cas en Savoie. La Savoie, zone de montagne s'il en est. Le littoral, il y a aussi des problèmes sur le littoral avec la montée des eaux. Est-ce que vous craignez? Vous êtes victime? Vous avez dû déménager? Ou vous dites, on vous a dit, il va falloir penser à déménager? Des territoires entiers vont-ils devenir inhabitables? Vous dites oui à 74%. On en parlera avec Yannick Moreau, qui est président de l'Association nationale des élus des littoraux et maire du Sable de Dolonne en Vendée. On vous souhaite la bienvenue, c'est Les Vraies Voix jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio. Et toujours aussi fringant, Olivier d'Artigol, pas du tout. Je voulais parler de Philippe Bilger, mais il est beau aussi, ce Olivier d'Artigol. Bah tiens, je vais commencer par vous, Olivier d'Artigol. Vous êtes fringant. Éditorialiste politique. Bonsoir, merci. Bonsoir Les Vraies Voix. Bonsoir, Olivier d'Artigol. René Chiche est avec nous, directeur des rédactions du groupe Entreprendre la Fond Presse. Il est beau. Ah oui, là, coiffé, vous avez la raie parfaitement habillé. faite. Hein. Vous avez une très belle raie. Je vous aime même le mercredi. Je vous aime même le mercredi. Oui, c'est vrai. Ouais. Bah, c'est pas le même René Chiche du vendredi. Non, hein non, Philippe Bilger, qu'en Tout de pensez-vous? même apprendre. Allez-y, commencez à faire. C'est une information. C'est une information capitale. Oui, c'est ça. Et vous, je parie que vous avez fait Philippe Bilger à la fin en disant c'est le meilleur pour la fin parce qu'il vous a soudoyé pour le qui c'est qui qu'il a dit. Mais pas du tout, il ne se doit de rien. Elle est adorable, Mais Cécile, il n'y a si pas vous voulez, besoin de la je dire. vous Il y a des C'est réunions pas qu'on préparatoires, n'a je pas le besoin de sais. ça. Regardez-vous dans une glace, Philippe David, vous verrez un jaloux, c'est tout. Et puis, il truande, lui, avec le sourire. Oui, lui, il a les comptes. C'est toujours le mec qui a les comptes qui truande. J'embrasse mon banquier. Allez, allez, 0826 300 300 avec nous, notre auditeur du jour. Valérie est avec nous. Valérie, bonsoir. Bonsoir Valérie. Bonsoir les vrais voix. Qu'est-ce qui vous amène, Valérie? On en parle dans un instant. Eh bien moi, mon coup de gueule, c'est sur nos morts en Israël, les 40 morts en Israël et puis nos otages qui sont encore détenus à Gaza. On en parle dans quelques instants et vous avez bien raison. 0826 300 300, c'est le numéro de téléphone de notre répondeur aussi. Vous nous laissez des messages, on écoute. Bonjour Jean-François de Muret. Mais à vous s'entendre là, mais elle se prend pour qui cette femme-là? Vraiment une socialiste. Ils ont mis le bordel dans ce pays pendant 40 ans. Ils continuent, ils recommencent, ils sont complètement à la rue, mais ça fait rien.
ils sont socialistes, c'est quelque chose. Elle ferait mieux d'aller parler à Macron. Ils sont pareils tous les deux là. Que ce soit elle ou Macron, c'est la même race. C'est pareil. Hein, ils sont démocrates. Tant qu'on dit comme eux. Et ils se prennent pour qui? Et c'était dans la politique, ça? Eh bien, quelque chose de propre. Je vous remercie. Alors, merci pour votre message. Ça avait un rapport forcément avec l'une de nos invités hier. Lors du débat avec Jean-Paul Brigelli. C'est intéressant ce répondeur, puisque ça nous permet de dire, forcément, on a tous des avis totalement différents, et vous avez le droit d'être en colère contre ces avis, Philippe Bilger. Bien sûr, il m'arrive parfois d'être en désaccord avec Françoise Degois, mais à chaque fois, c'est dans une parfaite urbanité. Notre auditeur, au fond, il a tout à fait le droit de dire ce qu'il dit. Et de râler. On n'est pas obligé de... On peut le dire d'une certaine manière plus élégamment. Oui, mais je pense qu'ils sont, remontés. Parce qu'on Muret, c'est à côté de Toulouse, et là-bas, même les mémés aiment la castagne. Oui, mais j'ai une humeur délicate en ce qui me concerne. Vous l'avez remarqué assez souvent. Absolument. En tout cas, parlons vrai, et c'est important, et c'est pour ça qu'on vous laisse aussi la parole. Oui, une petite réaction. Non, mais j'avoue, je n'ai pas écouté hier. Non, mais vous accepteriez d'être traité de... Non, mais de vous faire gronder par un auditeur. Bien sûr. Et il n'a pas écouté hier, vous le faites revenir. Non, parce que je suis en train de me faire marrer hier soir. Non, c'est pas que on va pas le faire revenir, c'est qu'on se demande si on va pas le faire partir. C'est ça le truc. Une question que l'on se pose. Allez, 0826. Il apporte énormément par son absence. C'est un peu votre fête, René, aujourd'hui. Allez, 0826 300 300. On retourne dans les Hauts-de-Seine avec Valérie. Valérie, vous vouliez revenir sur les otages français à Gaza? Exactement. Alors déjà, on a les otages français, on ne sait pas s'ils sont vivants, s'ils sont soignés, s'ils sont s'ils sont en bonne santé. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Il y a des enfants, des personnes âgées, donc on devrait. Je pense que les médias et les gens devraient se mobiliser. Il y a pas mal de choses qui se passent dans la rue avec des affiches et puis des événements comme les poussettes vides ou les tables vides pour rappeler à tout le monde cette situation. Mais je pense que, les médias devraient en parler beaucoup plus. On devrait avoir des nouvelles d'eux. Et le deuxième point, c'est sur nos morts. Il y a 40 Français qui sont décédés au sud d'Israël, qui ont été malheureusement atrocement massacrés par les terroristes du Hamas. Et vous voyez, on n'en a même pas parlé, il n'y a pas eu d'hommage pour eux, c'est une grande catastrophe, c'est pas des choses, c'est des choses rarissimes. Et il était question de faire un hommage national pour ces Français-là. Finalement, il n'y a rien eu du tout, et je suis un peu choquée de tout ça. Est-ce qu'elle n'a pas un peu raison, Valérie Elle a totalement raison, et comme je comprends son émotion, on a vraiment l'impression que les monstruosités géopolitiques, en quelque sorte, font complètement oublier et les malheureuses morts tragiques et évidemment les otages qui restent à sauver. Et les familles aujourd'hui. Comme des Français étaient retenus au Liban, tous les soirs au journal de 20h, c'était Marcel Carton, Marcel Fontaine, etc. Alors là, vous pouvez qu'il n'y avait que 4 otages. Et c'était plus non, mais là, on les cite pas tous, mais qu'on parle, il y a encore 40 otages français, et je n'entends pas un grand média qui le fasse. Mais je crois qu'on va le faire. Alors, franchement, je suis vraiment, excusez-moi Philippe de vous avoir interrompu. Non, mais je vous en prie. Quand même vraiment intéressé par le sujet, et j'ai pas mal d'informations de là-bas. Et moi, je trouve quand même qu'en France, on parle quand même des otages. On parle du sort éventuel qui serait fait aux otages. Oui. Mais dernière chose, en ce qui concerne l'hommage national qui est prévu éventuellement pour les otages, c'est qu'actuellement, on n'a pas encore déterminé les identités de toutes les victimes ou de tous ceux qui seraient otages. Donc c'est pour ça que l'Élysée ne fait pas encore d'hommage national. La mairie du 16e va mettre le nom des otages. C'est bien. C'est déjà quelque chose. Je suis d'accord avec notre auditrice, on n'a pas souvenir d'un nombre aussi conséquent d'otages avec si peu de relief dans l'actualité dans nos médias. Je dissocierai d'abord celles et ceux dont malheureusement on sait qu'ils sont victimes. On aurait pu s'attendre à un hommage dans la cour des Invalides. Et les otages qu'il a, ça fait l'objet de très certainement d'un travail diplomatique très tendu, très soutenu.
Merci beaucoup Valérie, vous restez avec nous, hein. Vous jouerez contre nos vraies voix dans le qui c'est qui l'a dit dans un instant. Les 3 mots de l'actu, ce sera avec Félix Mathieu, le réquisitoire du procureur. Avec vous Philippe, on parle de quoi? Contre ceux qui ont méprisé la magistrature. On en parle dans quelques instants. On vous souhaite la bienvenue, 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci en tout cas d'être de plus en plus nombreux à nous écouter pour vos messages sur Twitter, ou en tout cas quand on vous croise dans la rue avec Philippe David. Témoignage à votre rencontre, messieurs, Olivier d'Artigol, René Chiche, Philippe Bilger, voilà, de dire que vous apportez, vous nourrissez le débat, et il y a vraiment, on l'a eu encore tout à l'heure au téléphone. On nous parle d'expertise. Alors je me suis dit, vous vous êtes trompé d'émission, parce que je ne comprends pas. Ben non, ils ont bien dit les vraies voix. Donc c'est bien vous, mais c'est bien vu. En tout cas, 0826 300 300. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Et de quoi parle-t-on avec vous? On va parler du policier auteur du tir sur Naël, remise en liberté sous contrôle judiciaire, de l'armée israélienne qui est arrivée dans le plus grand hôpital de Gaza. Elle accuse le Hamas de s'y cacher et puis transformer les tickets resto en titres repas pour acheter n'importe quel produit alimentaire. C'est l'idée de Bruno Le Maire et ça risque de pas plaire aux restaurateurs. En 3 mots, ça donne policier, hôpital et restaurant. Et tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et vous voulez requérir, monsieur le procureur, contre ceux qui n'ont pas eu toujours des propos amènes pour la justice? Oui, enfin, vous avez raison, Philippe, mais je voudrais surtout évoquer ceux qui ont méprisé ou au moins traité avec condescendance la magistrature et certains magistrats avant le début du procès devant la Cour de justice de la République et même durant les débats, puisqu'aujourd'hui, cet après-midi, nous avons les réquisitions du procureur général et de l'avocat général La Gauche. Et j'ajouterais à cette condescendance, pardonnez-moi, un propos encore parfaitement absurde de Olivier Véran dans Mediapart qui ose dire « Je suis très fier que le garde des Sceaux ait été maintenu à son poste ». Lorsque quelqu'un qui se disait d'une gauche qu'à l'époque on pouvait respecter, vient proférer une telle absurdité alors que le maintien, et je ne parle même pas de la CJR, à son poste d'Éric Dupond-Moretti était une offense à la fois judiciaire et démocratique, ça me saisit d'étonnement pour ne pas dire plus. Olivier d'Artigol. Il y a un grand débat aujourd'hui sur la justice, sur les procédures judiciaires. Souvent, ce débat est convoqué à l'aune d'actualités saisissantes qui défraient la chronique. Mais je mesure qu'il y a une méconnaissance crasse parfois de l'institution judiciaire. Et qui peut se raconter tout et n'importe quoi. Moi, je pense que par rapport à d'autres pays, on a une belle justice, une belle magistrature. Il lui faut davantage de moyens. Pour le coup, Dupond-Moretti a obtenu au cours des dernières années des moyens supplémentaires. Mais je n'aime pas ce magistrat bashing qui parfois s'écoule à longueur d'antenne. René Chiche. Là, je suis d'accord avec Philippe et Olivier. Je trouve qu'on accuse trop souvent la justice de choses qui sont fausses, parce que les magistrats font leur travail avec effectivement les moyens qu'ils ont. Alors effectivement, là, dans le cadre de l'affaire Dupond-Moretti, il y a peut-être un souci, parce que c'est le ministre de la Justice qui passe devant des magistrats, donc c'est ça qui a peut-être créé un malaise, et des parlementaires aussi, bien sûr. C'est peut-être ça qui crée un malaise, mais par contre, ce que vous venez de dire effectivement sur Olivier Véran, dire qu'il est fier que Dupond-Moretti soit maintenu, ça c'est vraiment tout moche, comme on dit. Absolument. Il aurait pu dire par solidarité gouvernementale, et je terminerai là-dessus, que il n'a pas à démissionner, même si la stratégie Macron au départ qui était de faire démissionner les ministres qui pouvaient être soit mis en examen, soit soupçonnés, devaient partir. Voilà. Après, je regrette, Philippe Bilger, que sur certains moments, la justice communique peu pour expliquer et faire la pédagogie de ses décisions. Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix, et 3 mots dans l'actu qui sont policiers, hôpital et restaurant. Le policier auteur du tir mortel sur Naël a été remis en liberté sous contrôle judiciaire après 4 mois de détention provisoire. L'armée israélienne est entrée dans l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de Gaza. Elle accuse le Hamas d'y dissimuler des infrastructures de guerre, mais l'incursion aggrave les inquiétudes pour les civils. Enfin, et si les tickets resto devenaient des titres repas utilisables au supermarché pour tout ce qui se mange? Une idée de Bruno Le Maire, mais les restaurateurs ont du mal à l'avaler.
vraies voix Sud Radio. C'est la Seine qui avait plongé le pays dans les émeutes cet été. La mort de Naël, 17 ans, touché par le tir d'un policier à l'issue d'une course-poursuite. Les juges d'instruction viennent d'accepter la remise en liberté du policier de 38 ans, mis en examen pour meurtre. Les critères légaux de la détention provisoire n'apparaissent plus remplis, précise-t-il. Sous contrôle judiciaire, le motard de la police doit verser un cautionnement. Il a interdiction de détenir une arme ou de se rendre à Nanterre. Déjà, son avocat avait fait une demande de remise en liberté. Cet été, il s'insurgeait alors de cette détention provisoire de son client qu'il considérait comme illégale. Il ne comprend pas, enfin il comprend à quoi il sert. Il comprend qu'il sert de fusible, qu'il sert à calmer les émeutiers, et la réalité c'est que la pluie calme plus les émeutiers que les décisions de justice, vous voyez. Les émeutiers ils vont pas se calmer parce que mon policier est en détention. La preuve, ça continue, parce que ces émeutiers, s'ils réclament la justice, ils l'ont. Le policier est en prison, qu'est-ce qu'ils veulent de plus ? Un échafaud ? Ils veulent qu'on lui coupe la tête en place publique ? Maître Laurent Franck Liénard, ici chez nos confrères de BFM TV cet été, dans un communiqué. Unité SGP Police se dit soulagée de cette remise en liberté. Le syndicat dit avoir confiance dans le travail des enquêteurs. Philippe Bigère. Moi, je suis très heureux judiciairement qu'enfin il soit remis en liberté. Une détention de 4 mois. J'espère que la justice va continuer à passer. Je n'avais pas été d'accord avec le ministre de l'Intérieur lorsqu'il avait indiqué qu'un policier ne pouvait en aucun cas être en détention provisoire, ce qui était un régime d'exception. Et je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. La justice suit son cours, et si aujourd'hui les conditions sont réunies pour sa libération, c'est pas contestable. Oui, enfin en même temps, ça reprend ce qu'on disait tout à l'heure sur la justice. Je trouve que la justice a bien fait son travail. Elle a pris le temps de voir un peu toutes les procédures, etc. Finalement, au bout de 4 mois, certes, il est bien. Moi aussi, je suis d'accord avec Olivier d'Artigol là-dessus. Quoi qu'on dise, ce policier qui vient d'être libéré a quand même tué quelqu'un. Donc il y a eu quand même mort d'un jeune homme. Après, les circonstances, bien sûr, sont à discuter. Donc je trouvais quand même, moi, normal que ce policier soit placé en détention provisoire. Deuxième mot, l'armée israélienne est entrée dans le plus grand hôpital de Gaza. Oui, hôpital dans lequel elle a mené des fouilles, le présente comme une base stratégique du Hamas. L'opération suscite l'inquiétude pour les milliers de Palestiniens réfugiés sur ce site. L'hôpital Al-Shifa, il se trouve depuis plusieurs jours au cœur des combats entre soldats israéliens et combattants islamistes. Il représente un objectif majeur pour Israël. Israël, on va écouter le Premier ministre Netanyahou. Il n'y a aucun endroit à Gaza qu'Israël n'atteindra pas, aucune cachette, aucun refuge, prévient donc le Premier ministre Netanyahou lors d'une visite dans une base militaire sur place. Déclaration mise en scène. Le chef du gouvernement israélien entouré de soldats face caméra pour cette déclaration. Troisième mot, restaurant. Le ministre de l'économie envisage de transformer les tickets resto en titres repas. Décidément, c'est un vrai feuilleton, cette histoire de tickets restaurant. Né dans les années 60, il concerne environ 5 millions de salariés en France pour déjeuner à moindre frais, le midi en principe, mais depuis l'été 2022, leur utilisation a donc été étendue à tous les produits alimentaires, y compris par exemple si vous achetez des pâtes ou du riz au supermarché. Cette extension temporaire devait se terminer à la fin de l'année, aux grandes dames des bénéficiaires. Inflation, pouvoir d'achat oblige. Alors qu'à cela ne tienne, hier soir, donc rétro-pédalage sur M6, la ministre du Commerce, Olivia Grégoire, avait annoncé prolonger la mesure pour 1 an de plus. Les restaurateurs sont pas très contents, ils risquent de l'être encore moins avec maintenant cette nouvelle idée du ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Je pense qu'il faut qu'on ouvre une réflexion plus globale, comme toujours quand on a des changements comme ça. Est-ce qu'il ne faut pas utiliser les tickets restaurants de manière plus globale pour l'achat des produits alimentaires ? Est-ce qu'il ne faut pas changer même d'ailleurs la dénomination de ticket restaurant qui a induit un peu en erreur, avec une seule obsession, que ça corresponde aux attentes des gens, aux attentes des salariés. Si les salariés trouvent ça bien, s'il faut engager une réforme plus en profondeur, moi je suis prêt à regarder cela. Donc nous allons avec Olivia Grégoire, au-delà de cette prolongation pour 1 an, moi je suis prêt à ce qu'on ouvre la discussion sur l'utilisation plus généralement de ces tickets pour acheter de la nourriture. Bruno Le Maire chez nos confrères de CNews tout à l'heure, les restaurateurs vont apprécier. Merci beaucoup Félix Mathieu, on vous retrouve pour le Top Click juste après 18h et le syndicat Sudrail envisage de faire grève pendant les vacances de Noël pour dénoncer des augmentations de salaire insuffisantes. Soutenez-vous l'idée d'une grève Sudrail pour effectivement le mois de décembre? Pour l'instant vous dites non à 75%. Éric Meyer était avec nous, secrétaire fédéral du syndicat Sudrail. Bonsoir, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Des grèves en période en décembre, est-ce que c'est pas la meilleure pub pour la voiture finalement?
Alors, c'est pas les salariés qui choisissent la date de négociation annuelle des salaires à la SNCF, c'est la direction. Donc, c'est la direction aujourd'hui qui pose cette date systématiquement en fin d'année. Je vous laisserai analyser le pourquoi du comment. Donc c'est bien eux qui nous font choisir le train. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. On fait une petite pause. On revient dans un instant. Ça s'est passé sur Sud Radio. Pierre Botton, vous avez écrit « Ce qui se passe en prison est pire que ce que vous pensez ». À la fenêtre, vous avez des gens qui diffusent avec des baffles énormes des appels à la prière à 5h, à midi et le soir. Et si jamais vous les contestez, vous avez vraiment des vrais risques. Pour la première fois, j'ai eu peur pour ma vie. Sud Radio, parlons vrai. Vivez la magie du Black Friday chez Nocibé et découvrez nos offres exceptionnelles. Jusqu'au 27 novembre, profitez de moins 30% sur tous les parfums. Rendez-vous vite dans votre magasin Nocibé ou sur nocibé.fr. Nocibé, la beauté partagée. Voir conditions en magasin. Leclerc, bonjour. Salut, j'ai une blague top. Vous savez ce que se disent deux oranges quand elles se croisent? Rien du tout parce qu'elles sont pressées. Ah mince, vous la connaissez? Eh oui, mais comme vous aimez les oranges pressées, le filet de 2 kg de délicieuses oranges à jus panier du primeur est à 1,99 € seulement du 14 au 16 novembre. Ah, et la blague de l'orange qui a un pépin? Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 1 € le kilo, origine Espagne, variété Naveline, catégorie 1, calibre 6, 7 ou 7, 8, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Waouh, la Black Friday Week Amazon commence vendredi. Il faut que j'en parle aux copains. Hé, les amis! La Black Friday Week Amazon avec des réductions jusqu'à 35%, ça commence vendredi! Génial! Qu'est-ce qu'on mange? Partagez votre joie pendant la Black Friday Week Amazon en économisant jusqu'à 35%. Du 17 au 27 novembre. Sud Radio Valence. 95.1. Sud Radio. Et voilà, depuis qu'il est allé chez Atoll, mon frère, il peut copier sur son voisin pendant les interros de français. Mais voilà, le professeur aussi, il est allé chez Atoll. Vous reviendrez ce soir pour votre retenue. En ce moment, jusqu'à 100 € offerts sur vos lunettes équipées de verres 100% français chez votre opticien Atoll. Atoll, élue meilleure chaîne de magasins d'optique 2024 pour la 6e fois consécutive. Dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien, voire sur atoll.fr. Chez But, toute l'année, il y a des meubles, de la déco, de la literie, de l'électroménager, des télés. Et une fois par an, le Black Friday. Et là, c'est maintenant. Le Black Friday de But, faut surtout pas le rater. En ce moment, jusqu'à moins 50%. Oui, moins 50% sur une sélection de produits en magasin et sur but.fr. Sélection produits et remise en magasin et sur but.fr. Black Friday, vendredi noir. Boulanger. Mais chérie, c'est quoi ce pull? Mon nouveau pull de Noël. Comment tu le trouves? Un peu en avance, non? Oh non, je suis désolé, non. Prenez de l'avance sur Noël avec le Black Friday Boulanger. Des centaines d'offres pour consommer autrement, comme la TV Samsung QLED 55 pouces Q70C avec indice de réparabilité de 7,5 à 649 € au lieu de 899. Et découvrez notre service livré, fixé et connecté. Boulanger, si bien ensemble. Jusqu'au 27 novembre, 12 € d'éco-participation. Conditions boulanger.com. Black Friday, vendredi noir. Carrefour. Si je vous dis que pour un joyeux Black Friday, avec 220 € de remise immédiate, l'expresso broyeur d'Elonghi est à 279 € seulement au lieu de 499 €. Et c'est jusqu'au 26 novembre chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour. Le Black Friday, c'est Noël avant l'heure. Dans la limite des stocks disponibles, référence ECAM 13123B, garantie légale 3 ans, détaillé magasin participant sur carrefour.fr. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et nous sommes très en forme aujourd'hui et nos vraies voix le sont aussi. Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, Olivier D'Artigol, éditorialiste politique, et René Chiche, directeur des rédactions du groupe Entreprendre la Fond Presse, et en costume en plus aujourd'hui, pour vous dire que... Ah oui, ils sont tous très élégants. Oui, mais vous êtes magnifiques. Il y a un joli camailleux de bleu et de... Pochette, voilà, très joli. Non mais vous avez un mariage. Oui, j'ai une soirée en plus, c'est vrai. Bah voilà, bah, c'est pas pour nous, je savais bien. Je me disais aussi. Excusez-moi. Idiote que je suis. On Allez, jamais tout de suite. un survêt quand même. On dirait qu'il y a quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui. Bah, ne dites rien, surtout ne vous levez pas. Non mais là en fait on est en caleçon. Sous la table on est en caleçon. Il y a un truc exceptionnel aujourd'hui. Et on s'est douché en plus. Et on s'est douché. En claquettes chaussettes. Claquettes chaussettes vous êtes. Allez tout de suite le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Mesdames, messieurs, un arrêt de travail d'une partie du personnel de la SNCF
perturbe la circulation des trains. Totalement légitime, je les comprends tout à fait. C'est inégalitaire dans le pouvoir de nuisance. C'est toujours les mêmes qui font grève, c'est soit le transport, soit les énergies. Vous avez envie d'aller retrouver votre famille, vous avez eu un automne pourri, vous avez passé 3 semaines dans l'eau, dans le Pas-de-Calais, vous avez envie d'aller voir votre famille ailleurs en France. Eh bien non. Moi aussi je fais rêve. Vous refusez de montrer votre billet. Menacer ainsi la direction de faire grève le soir de Noël, c'est évidemment poser un acte très impopulaire. Donc le service au public s'assoit sur les intérêts et les envies du public pour leurs intérêts particuliers et corporatistes. Merci de votre compréhension. Et le mois de décembre menacé par une grève des cheminots. Dans un courrier adressé aux autres syndicats de la SNCF, Sudrail propose une mobilisation en décembre. En tout cas, on va en parler dans quelques instants. Face à des augmentations de salaire jugées insuffisantes, l'an dernier, un mouvement des contrôleurs avait été lancé sur les réseaux sociaux qui avait déjà chamboulé les départs en vacances, Philippe. Oui, et 15 grèves en décembre depuis 2002, c'est-à-dire c'est une grève pratiquement tous les ans. Est-ce que pour vous, ce n'est pas trop? Est-ce que pour vous, les cheminots sont quand même pas les damnés de la terre en France aujourd'hui, puisque les conducteurs de train ne sont quand même pas les plus mal payés qu'il y a en France, dans le public ou dans le privé? Vous trouvez que c'est scandaleux? Vous trouvez qu'ils ont raison? Dans tous les cas de figure, appelez-nous au 0826 300 300. Soutenez-vous l'idée d'une grève de Sudrail pour les vacances de Noël? Eh bien non, vous ne soutenez pas à 73%. Et puis pour nous en parler, Éric Meyer est avec nous. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous sur Sud Radio. Vous êtes secrétaire fédéral du syndicat Sudrail. Juste avant de revenir vers vous, Éric Meyer, Philippe Bilger, une grève forcément du côté usager, on a tendance à le prendre plutôt mal. Absolument, si le secrétaire fédéral accepte dans un petit peu d'ironie, j'ai le sentiment majoritaire lorsqu'on a appris cette menace de grève a été au fond presque une sorte de résignation en disant mais qu'aurait-on dit si à Noël il n'y avait pas une menace de grève? C'est devenu tellement classique, vous venez de le rappeler Philippe, que les gens presque s'y habituent. Pour être plus sérieux, et là notre secrétaire fédéral y répondra certainement, est-ce que il me semble que la répétition de la grève, même si je ne sous-estime jamais la condition des salariés, pour ma part, puisque je m'estime privilégié par rapport à eux, est-ce que tout de même cette revendication permanente par le biais de la grève permet de correctement distinguer les combats inopportuns des réclamations légitimes? C'est ça qui me fait peur. Je me demande si le syndicalisme aujourd'hui, par cette obsession de la grève, est capable de garder toujours une lucidité entre les combats nécessaires et les luttes un peu excessives et outrancières. Vous pensez que les syndicats français font trop souvent grève avant de négocier? Appelez-nous au 0826 300 300, Olivier d'Artigol. J'apporte systématiquement je peux répondre parce que est-ce que je peux avoir la parole? Parce que là, il y a quand même eu plusieurs questions. Alors je vais commencer par la fin. Alors non, Éric Meyer, normalement on fait le tour des vraies voix, mais ça sera rapide. Allez-y, répondez. On fera. Oui, allez-y. Non, mais quand j'entends dire est-ce qu'aujourd'hui le syndicalisme n'est pas outrancier dans ses demandes, moi j'ai envie de vous répondre. Est-ce qu'aujourd'hui le capitalisme n'est pas outrancier, je veux dire dans sa course effrénée à la rentabilité? Après, pour répondre, est-ce qu'aujourd'hui les conducteurs de train, pour répondre à votre première voix, ne sont pas des privilégiés ou des salariés? La preuve en est aujourd'hui. Pour pouvoir assurer le service, il manque 1200 conducteurs de train au niveau national et la SNCF n'arrive pas à recruter. Donc c'est bien qu'aujourd'hui il y a une question de rémunération et de conditions de travail qui se pose. Je veux dire, quand il vous manque plus de 1000 personnes, que vous dans certaines régions comme en Pays de Loire, comme en PACA, comme en Auvergne-Rhône-Alpes, vous êtes obligé de supprimer des trains au quotidien parce que vous n'avez pas le personnel ni pour le conduire, ni pour assurer la maintenance. C'est quand même qu'il y a un problème dans l'entreprise. Après, depuis, il y a eu 15 menaces de grève, etc., etc. Hormis l'an dernier où un mouvement catégoriel
hors organisation syndicale sur un week-end de Noël à empêcher, je veux dire, les gens de pouvoir circuler. Sur quelle période, sur les 10 dernières années, y a-t-il eu des grèves qui ont empêché les familles ou les usagers de prendre le train? Je n'en vois pas, moi. Je veux dire, donc voilà. Après, depuis le mois de septembre, nous demandons à la direction d'ouvrir des négociations salariales. La direction décide d'ouvrir des négociations salariales fin novembre. Voilà, au mois de novembre. Derrière, comment est-ce que vous voulez, si vous n'êtes pas content, je veux dire, de ce qui est posé sur la table par une entreprise qui fait 2,4 milliards d'euros de bénéfices, qui va reverser plus de 1,1 milliard d'euros de dividendes à l'État et qui va donner 1,8% à ses salariés, comment est-ce que vous faites, je veux dire, pour à ce moment-là revendiquer les salaires pour les cheminots. Si vous permettez, Éric Meyer, on va. Mais par contre, la SNCF gagne de l'argent, mais l'État a racheté une grosse partie de sa dette il n'y a pas longtemps aussi, et il n'y aurait pas les bénéfices, il n'y avait pas eu le rachat, je crois, de 44 milliards de dettes. Olivier d'Artigol. Ce qui était la dette de l'État. Après, on peut en débattre, on ne pas sur le sujet. Restez avec nous, Éric Meyer, Olivier d'Artigol. Ce que nous dit ce représentant syndical est important. Les syndicats n'ont pas la main sur le calendrier des négociations salariales et sur les conditions de travail. Il est important dans une entreprise telle que la SNCF que la direction puisse organiser le dialogue social. Et il est vrai que si ces discussions commençaient en septembre et non pas fin novembre, début décembre, ça permettrait peut-être de solutionner un certain nombre de questions dès la rentrée de septembre-octobre. Premier point. Second point, la SNCF serait bien sensibilisée à davantage écouter les cheminots qui sont les experts du ferroviaire. Parce que la manière dont se passe la mise en concurrence, la manière dont cet outil formidable n'a pas suffisamment été dont l'État n'en a pas pris soin, que ce soit pour les voyageurs ou pour les marchandises. Vous savez, j'ai beaucoup pris le train en plus depuis Pau et j'ai fait beaucoup de déplacements dans ma vie pour des raisons dans ma vie politique. Mais je peux vous assurer qu'on a un bijou en termes d'organisation du territoire, mais qui a été laissé pour beaucoup de lignes, les lignes du quotidien, dans une situation catastrophique. En Pyrénées-Atlantiques aujourd'hui, si vous voulez faire Pau-Bayonne, je peux vous assurer que c'est pas toujours très simple. Et donc les cheminots ont été des lanceurs d'alerte sur ce qu'il fallait faire pour investir, pour des solutions d'avenir, pour l'entretien, pour éviter d'ailleurs le fait de renvoyer ce qu'on appelle la sous-traitance alors qu'ils connaissent leur métier. Et donc je dis simplement que la direction de la SNCF pourrait tout simplement ouvrir les négociations en septembre. Et la question du pouvoir d'achat. On pourrait aussi dire que pour avoir l'adhésion des usagers, parce que c'est aussi intéressant d'avoir l'adhésion, c'est de dire, nous on négocie pas au mois de décembre. Ce que pourraient dire les cheminots aussi, en disant, tous les ans c'est nous qui prenons, alors que c'est vous qui êtes responsable. Alors, je sais pas. Je vais prendre le train en marche et je vais essayer de ne pas faire un tunnel. Non, mais je plaisante parce que je vois qu'il me reste peu de temps. Non, déjà, c'est vrai que cette situation montre qu'il y a quand même un véritable archaïsme au sein de cette entreprise au niveau du dialogue social. Oui. Alors ça, et même vraiment sur l'attractivité du métier. Oui, non, mais moi je parle vraiment du dialogue social entre la direction et les salariés de l'entreprise et les syndicats, en l'occurrence. Il y a un véritable archaïsme puisqu'on arrive toujours à la même situation. C'est-à-dire que toujours en novembre-décembre, il y a des préavis de grève qui sont effectivement des fois suivis de grève. Alors malheureusement, la grève, je suis bien sûr pas du tout favorable à cette éventuelle grève durant les fêtes. Mais malheureusement, les grèves, elles sont là pour, comme je dirais vulgairement, emmerder le monde. C'est ça qui est terrible. Non, mais c'est malheureux. Mais par contre, moi, il y a quelque chose qui me préoccupe dans cette situation actuelle, c'est que moi, c'est comme les chiffres pour les manifestations. Il y a les chiffres de la police et il y a les chiffres des manifestants. Et là, moi, j'avoue, j'ai un petit peu étudié le dossier pour entreprendre, etc. Je ne comprends absolument pas l'opposition entre les deux camps. Alors, c'est-à-dire que la direction de la SNCF, parce que c'est une opposition, enfin, c'est une revendication salariale que demandent actuellement les syndicats. Les cheminots demandent, je crois, 400 € d'augmentation pour tous les salariés de la SNCF, alors que la direction a proposé un accord avec une augmentation d'environ 4,% sur l'année, plus une prime de 400 € sur l'année. En même temps, la direction de la SNCF dit que sur les 3 ans, il y a eu 18% d'augmentation salariale pour l'ensemble des salariés, ce qui fait que c'est au-delà de l'inflation, qui est de 13%,
Alors que j'apprends que les chiffres qui sont communiqués par les syndicats, que j'estime d'ailleurs, qui ont tout à fait le droit à la parole et bien sûr à l'expression, eux, ils disent que l'augmentation, qui est quand même le nœud du problème actuellement dans cette situation, ne serait que de, je crois, 1,8%. Alors, qui croit? Alors, monsieur le secrétaire, j'aimerais savoir quels sont les vrais chiffres. Maintenant, vous allez dire vos chiffres, mais la direction de la SNCF que j'ai contactée, le DRH, qui annonce ces chiffres aussi. Donc, alors, qui croit? Éric Meyer, on vous laisse la parole pour bien comprendre. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, la direction de la SNCF, elle mélange tout. Par exemple, la prime carburant de 100 euros qui a été... Non, mais la prime carburant de 100 euros, la prime Macron carburant de 100 euros qui a été demandée à verser aux entreprises, elle est prise dans la masse salariale. Donc, pour lui, c'est 0,% d'augmentation de salaire. En fait, lui, il mesure l'augmentation de la masse salariale. Mais il prend à l'intérieur, comme dans toutes les branches professionnelles, à la SNCF, vous avez de l'ancienneté. De l'ancienneté, tous les 3 ans, vous prenez un échelon d'ancienneté. C'est le propre de toutes les branches professionnelles, de tous les secteurs professionnels. Lui, il compte ça. Il compte ça dans son évolution de masse salariale. Moi, j'ai juste une question, parce que il y a quand même des petites contradictions dans ce qui est annoncé par l'entreprise. L'entreprise dit il n'y aura au 1er janvier 2024 plus aucun salaire en dessous du SMIC plus 10%. Comment peut-il dire ça alors que dans le même temps, il dit qu'il a augmenté les petits salaires de plus de 19%. Ce qui voudrait dire qu'on avait à la SNCF des salaires en dessous du SMIC. C'est ça que ça veut dire. Oui, c'est un peu bizarre ce comptage. Oui, voilà. Donc voilà, non mais il faut Non mais excusez-moi monsieur, non mais attendez monsieur le secrétaire, laissez-le finir. Je mets au défi la SNCF de pouvoir produire une fiche de paye d'un cheminot sur les 3 dernières années qui aura été augmentée de 19%. Voilà. 0826 300 300, Valérie est avec nous des Hauts-de-Seine. Bonsoir Valérie. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Vous vouliez réagir Valérie? Bah oui, je voulais dire que je suis étonnée qu'il n'y ait que 73% des Français qui soient contre cette grève. On devrait avoir 100%. Mais oui, moi je comprends les revendications salariales des employés. Je comprends qu'il y a une dispute sur comment on interprète les choses, mais je veux dire, c'est pas possible que les Français, dans ces moments de réunion de famille et d'amis, voilà, qu'on bousille complètement les fêtes de fin d'année. Il faudrait qu'ils trouvent un autre moyen de faire la pression, qu'ils ne prennent pas en otage les usagers, quoi. Et je pense que les gens ne supportent plus ce genre de choses. Voilà, ça a peut-être marché un certain temps, mais on en a ras-le-bol, quoi. Merci Valérie. Éric Meyer, on parlait il y a quelques instants de l'attractivité finalement des cheminots. Le quotidien finalement des cheminots, c'est quoi? Pour qu'on comprenne bien. Aujourd'hui, les cheminots, c'est une entreprise qui travaille 365 jours par an, nuit et jour, samedi, dimanche. Bien souvent, en tout cas pour les cheminots qui assurent la production. C'est une entreprise qui a vécu sous l'austérité salariale pendant 10 ans, sous prétexte que les éléments liés au fameux statut des cheminots, qui a alimenté le cheminot bashing pendant des années, a entraîné cette modération salariale aussi. Et du coup, quand on a supprimé le statut des cheminots en 2020, par contre, on n'a pas parlé salaire, on n'a pas parlé rémunération. Et aujourd'hui, le niveau de rémunération d'un cheminot, il est par rapport à ce que les libéraux appelleraient le marché, il est en dessous. Et aujourd'hui, on a plus de 2500 démissions de cheminots tous les ans qui vont voir ailleurs. On a du mal à recruter parce que les niveaux de rémunération liés c'est quoi le salaire moyen, pardon, aux conditions de travail sont pas au niveau. Sont pas réunis. C'est quoi le salaire moyen aujourd'hui d'un cheminot? Ça dépend sur quel métier en fait, parce qu'aujourd'hui il y a 148 000 cheminots. Sur ces 148 000 cheminots, on a
déjà, on a un niveau de cadre qui est très important. D'accord. Je veux dire, comparé aux entreprises. Aux autres entreprises. Du coup, c'est quoi le salaire moyen aujourd'hui? Aujourd'hui, un technicien de maintenance qui travaille en 3-8, samedi, dimanche, qui est jour férié, qui répare les TGV, il touche en moyenne entre 1900 et 2100 euros nets par mois. Après combien d'ancienneté, s'il vous plaît? Il fait les nuits. Avec après combien d'ancienneté, s'il vous plaît, monsieur? Après combien d'ancienneté il a 1900 euros? 5 ans. Donc c'est-à-dire, en fait, il démarre à quel salaire? Il démarre pour un technicien de maintenance en 3-8. Etc. D'accord. Il doit démarrer à 1800 euros net. Et par exemple, en fin de carrière, il toucherait combien à peu près? En fin de carrière, sur le même, il serait entre à peu près à 2600 euros. D'accord. Est-ce qu'un cheminot, ou enfin un roulant, un technicien, quelque chose comme ça, vous avez des 13e mois, des 14e mois, des choses comme ça, des avantages d'entreprise? Il n'y a pas de 13e mois. Oui. Donc il y a ce qu'on appelle une prime de fin d'année qui est versée au mois de décembre à l'ensemble des cheminots, ex-cheminots au statut. Pour les nouveaux embauchés depuis 2020, qui bientôt vont représenter 50% du personnel, pour eux, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de 13e mois. Et cette prime varie? Cette prime varie ou c'est en fonction de chaque... pardon. Non, cette prime, elle est basée sur ce qu'on appelle le traitement initial du cheminot. Qui, suivant les métiers, représente entre 60 et 90% de son salaire. Eh ben, en tout cas, on vous remercie, Eric Meyer, pour cet éclairage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes prêté au jeu, secrétaire fédéral du syndicat Sudrail. Vous restez avec nous. On garde Valérie, puisque dans un instant, ça va être... Qui c'est qui? Bah oui, qui l'a dit. Philippe Bilger commence déjà à tricher. Non, pas du tout, au contraire. Philippe Bilger a peur parce que je suis là aujourd'hui. J'ai pas encore trouvé les idées pour tricher. Ouais. On a peur de personne, monsieur Chiche. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. On entend des bêtises en antenne dans cette émission, c'est énorme. C'est dommage qu'on les enregistre pas parce que ça nous ferait. On les vous dit. On va faire le best-of des off. Les nôtres sont drôles. Il y aurait beaucoup de carrés blancs. Ah oui. Avec vous. Le carré blanc, ça. Le carré blanc, ça nous rajeunit 50 ans. Vous n'avez pas entendu ça depuis 50 ans. Moi, j'étais pas née de toute façon, donc ça tombe bien. C'est ça. Philippe Bilger est avec nous, Olivier D'Artigol, éditorialiste politique, et René Chiche, directeur de rédaction du groupe Entreprendre La Fond Presse. Et vous, bien entendu, chère Valérie, qui nous appelait des Hauts-de-Seine. Tout de suite, le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et une femme parmi tous ces hommes, nous sommes deux. Valérie, bienvenue. Vous allez devoir jouer contre nos vraies voix. C'est à vous de donner la première réponse. Si elle n'est pas la bonne, elle sera supplantée, j'ai envie de dire, par nos vraies voix, les tricheurs de mauvaise foi. Voilà, et ça rime. Est-ce que vous êtes avec nous, Valérie ? Oui, je suis avec vous. Alors écoutez bien, c'est une question pour vous. C'est qui l'a dit au député La France Insoumise? Regardez-vous dans une glace et ensuite vous donnerez des leçons. Olivier Véran. Bonne réponse de Valérie. Elle a l'air forte. Oui. Elle a l'air fort. Est-ce que c'est l'air qui est fort? C'est pas Valérie. Ah bah oui, pardon. Qui c'est qui l'a dit? Je vous donne d'ailleurs rendez-vous en juillet 2023, avant l'ouverture des Jeux Olympiques, pour une grande baignade collective dans la Seine. J'y prendrai part avec beaucoup de bonheur. J'aimerais bien voir ça. Valérie. Soyons fous, Emmanuel Macron. Non, Hidalgo. Bonne réponse de René Chiche. Anne Hidalgo hier en conseil municipal, mais elle s'est trompée d'année. Elle a dit 2023 au lieu de 2024. Voilà. Qui c'est qui l'a dit? Écoutez bien. Il faut un sursaut éthique de la direction de la France Insoumise. Panot? Non. Non, pas mal. Clémentine Autain. Non. Vous pouvez y aller, Valérie, allez-y. Donnez-nous une petite indication. C'est un insoumis? Elle a été mise de côté. Garrido. Bonne réponse de Olivier Raquel Garrido. Qui c'est qui l'a dit? Non, à partir de maintenant, quand je vais donner un indice,
et que vous répondez les vraies voix, vous n'aurez que la moitié du point. Ah bah voyons. Ah bah voyez. Même pour Philippe Bilger? Non. Pourquoi ça tombe après ma réponse? J'allais proposer qu'il l'ait pas, là, Non, Olivier. je le dis après votre réponse pour vous gagner le point normal. Oui. Voilà. Bah Qui oui. c'est qui l'a dit? Si Israël tombe, qui sera le prochain? Et c'était sur Sud Radio. Valérie. Eh ben, ça pourrait être si Israël tombe, qui sera le prochain. Vite. Qui répond? Langosha. Bonne réponse de René Chiche, c'était Éric Ciotti ce matin. Bonne réponse. Oui, il faut toujours savoir qui vous avez le matin, parce qu'il y a une question. Oui, tout. bah oui. Pardon de Mais faire je de l'écoutais l'autopromo. ce matin. J'entends mal, moi. Non, vous dormez à cette heure-ci. C'est pas vrai. Non, c'est mais pas vrai. je me mobilise moins pour ce jeu. Voilà. Au sujet, qui c'est qui l'a dit, au sujet de la rentrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, il y a un élément de solidarité vis-à-vis d'un pays en guerre. Valérie. Je donne ma langue au chat. Il est à l'agriculture. Marc Ferraud. Oui, c'est Bonne réponse, c'est Marc Fesneau, exactement. Fesneau, donc on compte pas. On Bah compte non, pas, bah j'imagine, non, non, juste après. Fesneau. Mais, Bon, bah, Donc, pas de un point. point pas de pour point. moi. pourquoi pas Marc J'allais dire Cyril Ferraud, en fait. Bah oui. Oui. Bah, Qui c'est qui ça aurait été drôle. Qui c'est qui l'a dit au sujet de l'absence du chef de l'État à la marche contre l'antisémitisme? C'est son choix, sa décision lui appartient. Oh, c'est courageux. Il va beaucoup dans le frigo, dans le Il va frigidaire. beaucoup dans le frigidaire. Il va beaucoup dans le frigo. Oui. Olivier Véran. Non. Non, Il il aime a la- plus d'une corde à son arc. L'archer. Bonne réponse. Gérard Larcher. Écoutez, on fait avec les infos qu'on a. hein. Moi, vous appuyez sur un bouton, ça part. hein. Vous n'y allez pas dans le frigo. Non, jamais. Pas mon genre. Mais lui, c'est un frigo ambulant. Allez. Qui a gagné, Écoutez, Philippe Allez. 3 points pour René Chiche, 1 point pour Valérie, 1 point pour Olivier d'Artigol et Bravo. Philippe Bilger et Fanny. Bravo, Valérie. Ouais, pas bonne émission. Allez, vous restez avec nous. Merci Valérie. On vous garde Il y a encore pas- dans 10 il y avait minutes. pas Le tour de de table de l'actu des vraies voix. Avec vous, Philippe, on parle de quoi? La barbarie enchantée. Avec vous, Olivier d'Artigol La pauvreté s'aggrave en France, notamment pour les jeunes et les femmes. et René Chiche. Le fiasco des taxis-voitures autonomes. Vous êtes bon dans les teasings. Ah oui. C'est les vraies voix. On est ensemble jusqu'à 19h. Et bienvenue sur Sud Radio. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre au menu de cette émission. Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Olivier d'Artigol, éditorialiste politique. René Chiche, directeur de la rédaction du groupe Entreprendre La Fond Presse. Et qui ricane à côté de moi. mais Philippe c'est David. tous les deux comme des D'Artigol qui me fait baleines. rire. Ah, c'est monsieur d'Artigol qui fait rire. Toujours dissipé d'Artigol. Et pourquoi Ah oui, c'est drôle. Mais oui, c'est- Franchement. Voilà. Et je vais faire comme ma maîtresse quand j'étais petite. Pourquoi riez-vous, Olivier d'Artigol? Parce que Philippe, notre ami Philippe Bilger, Oui. nous a dit qu'on pouvait toujours modifier un SMS avant de l'envoyer. C'est tant qu'il est pas envoyé, on peut toujours le C'est vrai qu'on peut le modifier. faire. Avant de l'envoyer. Ah oui. Mais non. Ah, c'est ce que vous avez dit, Philippe. C'est pour ça qu'on a ri. On peut prendre beaucoup de temps d'ailleurs, puisqu'on l'a pas envoyé. Non, mais c'est intéressant, mais on ne peut, alors oui. que je... Oui. ça Alors attendez, je vais risque d'être- recontextualiser. On a combien de minutes Je Mais qu'est-ce que je réussis à faire? Je vais recontextualiser parce qu'on se disait que sur Ah non, ça y est, certains téléphones, j'ai compris. j'explique Philippe, sur chacun téléphone, on peut, une fois que vous avez envoyé un texto maladroit, comme Oui. ça nous arrive à tous, vous pouvez l'annuler même si vous l'avez envoyé. Moi, ça n'est pas ça, ma chère Fifi. Allez-y, mon Philippe. On peut écrire un tweet et avoir dans les 5 à 10 minutes qui suivent une information. C'est un tweet. Ah, c'est un tweet. un tweet. Eh ben oui. Il y a une Il y a méprise, confusion. il y a méprise. Il y a une confusion qui était Alors c'est évidemment pas, à alors c'est mon pas drôle. Alors avantage. c'est pas drôle. Alors c'est pas drôle. Alors, après cette conférence Voilà, c'est important. Non, d'Apple, mais on vous sérieusement. remercie. Allez tout de suite, les amis de Top Click, et c'est Félix Ah oui. Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Il y en a C'est qui le ont top mauvais clic. esprit. Pardon, Félix Mathieu. je vous en prie, c'était Et intéressant. Sandrine Rousseau a donné de la voix à l'Assemblée nationale et la présidente n'a pas vraiment apprécié la performance. Oui, votre attention, ami mélomane. La députée écologiste Sandrine Rousseau a entonné un chant féministe, l'hymne du MLF. Alors, à l'origine, le sujet abordé était très sérieux, et même grave, vous allez l'entendre. Mais disons que le mode d'expression ensuite, puis l'interprétation en laisse certains songeurs. Pour les seuls 0,6% de condamnation des viols en France, nous qui sommes sans passé, les femmes, vous qui n'avons pas d'histoire, depuis la temps, les
Je vous remercie, vous n'avez plus la parole. Ah bah oui, elle lui coupe son micro, Yael Braun-Pivet. Dommage, c'était bien, c'est The Voice. C'était bien. On préférait la salle. Chanter dans l'Assemblée, c'était pas vraiment du goût de la présidente. Et pourtant, il restait encore du temps de parole, figurez-vous, à Sandrine Rousseau. Mais la performance n'était pas conforme au règlement de l'Assemblée. Interdit de chanter. Jean Lassalle en sait quelque chose d'ailleurs. En tout cas, pour ceux qui seraient frustrés de l'interruption de Sandrine Rousseau, allez, on vous en remet un peu. Nous qui sommes sans passé, les femmes, vous qui n'avez pas d'histoire, depuis la enfant, les L'hymne du MLF composé dans les années 70. Vous savez que historiquement, c'est le chant des déportés, c'est le chant des marais. C'est celui des communistes allemands internés dès 1933. Donc et il y a les paroles. une charge en plus historique qui, normalement, amènerait à ne pas abîmer ce chant. Quoi. Oui. Ah, parce que vous le trouvez abîmé, vous? Oui, moi, oui. Enfin, en tout cas. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Et moi, je voudrais pousser un coup de gueule sur une info qui ne fait pas le buzz, et je ne comprends pas pourquoi. Le Figaro nous a appris hier, c'est passé inaperçu, que la France avait gelé lundi 13, c'est-à-dire avant-hier, les avoirs des chefs de la branche militaire du Hamas, Mohamed Deif et Marwan Issa, pour une durée de 6 mois. Et j'ai du mal à comprendre comment les avoirs d'une organisation reconnue, de membres d'une organisation reconnue comme terroriste, tant par la France que par l'UE, ont pu ne pas être bloqués depuis 5 semaines, puisque je rappelle que le pogrom a eu lieu le 7 octobre dernier. Alors j'espère simplement que ces terroristes n'ont pas d'avoir en France ou dans des banques françaises. Bravo au gouvernement d'avoir pris cette mesure, mais ça aurait pas été mieux si on avait agi un peu plus vite, Philippe Bilger. Vous avez totalement raison, Philippe. Là, je n'ai même pas besoin de rajouter à une argumentation qui suffit à elle-même. Alors ça se trouve, il y a des avoirs de terroristes dans des banques françaises à l'étranger. Ou même en France. Ou même en France. Ouais. Mais vous savez qu'il y en a, excusez-moi, Olivier, juste rapidement, ils utilisent des associations caritatives, des choses comme ça. Donc ça peut mettre des fois un petit peu de temps à contrôler. Mais c'est vrai que c'est hallucinant. Non mais bloquer, c'est une décision de Bercy. Ça prend 3 minutes, c'est une signature du ministre. Olivier, ça fait partie de l'une des grandes hypocrisies de la période. On ne découvre pas véritablement les modes de financement du Hamas et de certains groupes terroristes. J'espère que ce qui s'est passé nous amènera, communauté internationale, Europe et notre pays, à y mettre un peu d'ordre. Oui, à réfléchir en tout cas à la façon dont et c'est vrai que le Qatar tout ça est organisé. Qui négocie pour les otages. Quand même, on sait qu'il finance... qu'ils abritent le Hamas, et qu'il finance le Hamas, et qu'il abrite aussi, bien sûr, mais surtout qu'il finance. Merci. Ça pose question. Merci beaucoup. Vous restez avec nous dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix avec Philippe Bilger. On va parler de quoi? Alors, un terme, la barbarie enchantée. Ah, c'est étonnant comme association. Avec vous, René Chiche? Le fiasco des taxis autonomes. Oh, dites donc, avec Olivier d'Artigol. Les enquêtes et rapports viennent de tomber sur le niveau de la pauvreté en France avec une situation aggravée. Absolument. On en parle dans quelques instants et vous voulez réagir, vous êtes les bienvenus. Jusqu'à 19h, 0826 300 300 avec Aude qui vous attend. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue et merci de votre fidélité quotidienne aux vraies voix du lundi au vendredi de 17h à 19h avec Philippe tous les jours avec nous, Bilger, président de l'Institut de la Parole, et on est très heureux, Olivier d'Artigol le mercredi, l'éditorialiste politique, et le nafter, René Chiche. Il vient quand il veut, comme il veut, directeur de la rédaction du groupe Entreprendre. Je reviens demain. Vous revenez demain? Vous n'êtes pas au courant, mais je reviens demain. Non, je suis pas au courant. Vous avez envoyé un document? Rien du tout. Comme ça. Je suis comme chez moi, si je rentre, studio. Oui, les lumières pour rentrer. Vous savez que demain, il y a Françoise de Gois, mon cher René. Bien sûr. Le Kikadi, vous aurez du mal. Oui, c'est tout. Écoutez, on verra demain. En attendant le tour de table de l'actu des vraies voix. On réfléchit. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table. De l'actualité. Et Philippe Bilger voulait parler de ce que vous avez qualifié de barbarie joyeuse. Enchanté, pardon. Il y a une centaine de députés qui ont vu le film sur l'horreur du 7 octobre. Et ce qui m'a intéressé et qui ne m'a pas étonné, c'est le fait que, bien sûr, les morts, petits ou grands, les ont horrifiés, mais que ce qui les a le plus révulsés, c'est la joie
des tueurs vivants. C'est ce que j'appelle, peut-être d'un terme excessif, la barbarie enchantée. Le sentiment que ces êtres-là étaient fiers de ce qu'ils avaient accompli, au point pour certains de se glorifier auprès de leur mère ou de leur père. C'est une horreur lorsque la barbarie existe. On n'a jamais connu, je crois, certes, malheureusement, l'humain est capable de tout, une telle barbarie avec une telle allégresse. Oui, alors il se trouve que moi j'ai vu ces images, mais il y a quelques jours, même avant, parce que voilà, j'étais en rapport avec des officiels israéliens, donc j'ai vu ces images, et c'est vrai que c'est une barbarie. En plus, ce qui est incroyable, c'est, comme vous l'avez dit, Philippe, c'est que ce sont des gens de tous les jours, des jeunes. D'ailleurs, des fois, ce sont même pas visiblement des combattants entre guillemets du Hamas, sont des habitants de Gaza qui se sont introduits avec le Hamas derrière, vous voyez, et donc qui ont commis des actes complètement gratuits, effectivement, qui sont dans la joie et l'allégresse. Et en plus, le pire, entre guillemets, outre les horreurs d'images d'enfants, etc., c'est que dans leur violence gratuite, ils ont tué des Palestiniens. Ils ont tué des ouvriers palestiniens des kibboutz qui étaient là dans le kibboutz sans s'en rendre compte. Ils ont donc tué leurs propres frères, ce qui est absolument horrible. Et c'est vrai que ces images sont terribles. Alors il y a la grande question, est-ce qu'on doit les diffuser auprès du grand public ? Ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Je ne sais pas trop encore. Peut-être si elles sont bien encadrées ou peut-être pas immédiatement. Mais en même temps, ça montre quand même ce qu'est la barbarie d'aujourd'hui et ce qu'a été cette... C'est vrai que, par exemple, on n'a jamais diffusé... je terminerai, vite fait. On n'a jamais diffusé, par exemple, au grand public, les images de la tuerie du Bataclan qui existent. On les a jamais diffusées pour l'instant. Non. Elles étaient passées, mais elles avaient été censurées sur certains réseaux sociaux. Il n'y a pas une soirée spéciale avec des experts. Exactement. Donc voilà, c'est une question qui se pose. Olivier d'Artigol. Oui, j'entends ce que dit Philippe Bilger. Il a ô combien raison, et c'est pourquoi je pense que la diffusion plus massive de ces vidéos-là ne serait pas une bonne chose pour qu'elles ne puissent pas rencontrer des âmes noires qui pourraient ressentir la même jubilation. Mais il faut dire que cette dimension-là, décrite par Philippe Bilger, nous met face à un abîme non, même pas d'interrogation, mais de désespoir, en fait, concernant la nature humaine. Absolument. Mais est-ce que vous croyez... pour certains, la barbarie peut être une tentation. Et je veux dire, loin d'écarter, ça rapproche. C'est une horreur. Est-ce que vous croyez que les âmes noires ont besoin de voir ça pour être des âmes noires et passer à l'acte ? En tout cas, j'ai été très marqué par les journalistes qui nous ont dit ce qu'ils ont vu, par les parlementaires après, et le fait de les voir témoigner, de voir l'impact de ces images sur eux, me fait dire que je ne pense pas qu'il faille les diffuser plus largement. Oui, ce qui est étonnant, c'est que ceux qui étaient déjà dans la sidération ont demandé à voir ces images et ils sont retournés dans la sidération. En fait, c'est ça ça n'a rien changé pour eux. C'était déjà terrible. Olivier d'Artigol, la pauvreté augmente pour les femmes. Oui, c'est aussi un sujet très important. Oui, parce qu'il y a la situation sociale dans notre pays, des sujets. Et l'INSEE vient de publier, c'est une enquête annuelle sur le niveau de la pauvreté en France. J'étais attentif aussi à ce que vient de donner le Secours catholique, qui suit, vous vous rendez compte, 50 000, une enquête sur 50 000 personnes, avec une moyenne de 18 € par jour sur ces personnes suivies. Ce sont donc des personnes dans la détresse sociale qui essayent de faire des économies sur tout, notamment sur les postes principaux de dépenses que sont parfois l'énergie, on ne se chauffe plus, mais aussi la nourriture, avec un phénomène nouveau que des gens s'imposent du jeûne et de ne pas manger tous les jours, en fait de ne plus manger à leur faim. Cela touche notamment des jeunes. La situation d'une partie de la jeunesse dans notre pays est vraiment un gros souci. Moi, je vois sur des campus des étudiants qui sont vraiment dans une situation catastrophique, qui ne peuvent pas avoir le soutien de leur famille. Mais c'est vrai aussi des femmes seules, ces familles dites toujours monoparentales qui sont en fait des femmes seules, qui parfois élèvent seuls leurs enfants et qui sont sur des métiers pénibles, d'aide à la personne. Sur plusieurs métiers parfois. Sur plusieurs métiers, sur des journées à rallonge. Vous savez, ce sont ces travailleurs invisibles qui nettoient les bureaux au petit matin ou le soir très tard. Pas que, il y a des infirmières aussi.
Voilà, des aides à domicile, Et bon, voilà, le tableau est très sombre. C'est aussi 1 million de travailleurs pauvres, c'est-à-dire des gens qui ont un métier, un emploi, mais qui ne s'en sortent pas. Alors, il y a des solutions sur les jeunes. Vous savez que les jeunes ne peuvent pas toucher le RSA. Dans des pays tels que le Royaume-Uni ou l'Allemagne, il y a un filet de sécurité pour la jeunesse. Il n'existe pas chez nous. Il y a indexé les minima sociaux sur le SMIC, qui serait lui aussi indexé sur l'inflation. Lutter contre les non-recours aux prestations sociales, ça existe aussi. Voilà, il y aurait. J'ai l'impression que c'est une pauvreté qui s'aggrave, mais à bas bruit. Qu'au final, on n'en parle pas tant que ça. Philippe Bilger, quand on lit les chiffres, c'est plus de 9 millions de pauvres, 14,5% de la population, vous me dites si je me trompe, 14,5% de pauvres. Est-ce que c'est pas la preuve du grand déclassement français? Une des preuves parmi d'autres. Sûrement, et évidemment, à une certaine époque, je voulais écrire un livre, non pas sur la pauvreté, mais la quotidienneté qu'on rencontre. Parfois, la mauvaise conscience que j'ai lorsque je rencontre évidemment des clochards, des sans domicile fixe. On passe là, on se console en disant que c'est à l'État de payer. Et le pire, c'est, vous en avez certainement rencontré, ces pauvretés délicates et résignées. Et parfois, justement, des femmes qui se sont efforcées d'avoir une apparence parfaitement correcte et qui sont infiniment touchantes. Là, franchement... René Chiche. Oui, je partage ce qu'a dit Olivier d'Artigol. C'est vrai que en plus, la lutte contre la pauvreté, la réduction de la pauvreté et des inégalités, c'est quand même, pour moi, le plus grave échec de tous les présidents qui se sont succédés. Il n'y a absolument aucune amélioration. On a commencé à parler des nouveaux pauvres au début des années 80, il y a 40 ans. Aucune amélioration. Et en plus, c'est vrai que maintenant, et c'est vrai que maintenant, et je veux pas être très long, je pense. Et maintenant, en plus, c'est vrai que le travail ne paye plus. Par exemple, même si vous gagnez ne serait-ce qu'un salaire qu'on dirait décent, vous voyez, 1500 € net, c'est quand même pas du tout un grand salaire. Mais par exemple, avec ça à Paris, vous pouvez pas vivre à Paris avec 1500 € net. Donc il y a un vrai problème. Le moindre studio de 15 mètres carrés, c'est déjà 750-800 €. Alors vous vivez pas. Alors est-ce que les futurs dirigeants politiques qui arriveront peut-être en 2027 ou en 2032 vont vraiment mettre en place un véritable plan anti-pauvreté? On parle là du film de l'abbé Pierre, là, c'était son grand combat, là, récemment. Mais pour l'instant, effectivement, il n'y a jamais eu de programme. Il y a combien de présidents ont dit qu'il n'y aura plus de SDF dans la rue? Les promesses, en tout cas, c'est clair. Et c'est vrai et on s'en rend compte de plus en plus. Et c'est vrai que c'est... On est un peu impuissant en même temps quand devant ça. Alors on essaye de faire confiance aux élus, aux hommes politiques, mais finalement, la pauvreté existe. On se demande si un jour ça pourra disparaître. Mais surtout, moi, ce qui me choque encore plus, c'est ce que disait un peu Olivier d'ailleurs, c'est surtout le fait que les travailleurs qui travaillent, qui se lèvent, et qui n'y arrivent pas. C'est le moment de saluer les associations qui font un travail incroyable. Mais c'est d'ailleurs un problème. L'État et la puissance publique a délégué aux associations caritatives le traitement de la pauvreté. C'est le modèle anglo-saxon. C'est pas normal. Non, c'est le modèle anglo-saxon. Je dis que c'est le grand échec. Absolument. Allez, vous restez avec nous dans quelques instants avec vous, René Chiche. Vous reviendrez sur ce fiasco des taxis sans chauffeur. Tout à fait. Parce que je rêvais d'être chauffeur de taxi, moi, quand j'étais jeune, et je vous en parlerai. Franchement, quel dommage. Vous auriez pu jouer dans Taxi Driver. Vous savez quoi? Je pense que ça va me passionner. J'ai hâte vivement dans 3 minutes. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et comme chaque jour, dans les vraies voix, de 17h à 19h avec Philippe David, on accueille bien sûr nos vraies voix du jour et on leur permet justement de venir avec un sujet qu'ils ont envie de porter, qu'ils ont envie d'échanger et sur lequel on peut débattre. Et bon, autant c'était très intéressant avec Philippe Bilger et avec Olivier d'Artigol. La pression. Oh là là. Ça s'appelle. Je la sens méchante. Je la sens méchante, la Cécile. Au rugby, ça s'appelle un caramel. Cécile, elle est méchante aujourd'hui. Mais écoutez, René Chiche, vous vouliez revenir sur le fiasco des taxis sans chauffeur. Mais vous avez compris de quoi il s'agit. C'est essentiel. C'est une information essentielle. Non, absolument. C'est un sujet à la fois économique et technologique. Parce que j'ai voulu changer un peu de registre. Non, mais je plaisante. Non, mais c'est un sujet très intéressant. Oui.
Parce que j'espère. Non mais c'est pour ça. Non mais si je ne peux pas commencer, où va-t-on, n'est-ce pas? Il dispose de combien de minutes? Non, monsieur D'Artigol, laissez-moi parler s'il vous plaît. Oui. Beaucoup trop. Il va falloir combler parce que là, c'est qu'on va dire. Bonjour la pression, comme elle dit. Bonjour la pression. On écoute religieux. Alors, allez. Non, mais religieusement. Voilà. Non. Souvent, je vais juste demander à notre réalisateur si on s'endort. Non. J'ai combien de temps là, exactement? Ce que vous voulez. Malheureusement, jusqu'à 19h, c'est parti. Non, alors. Souvent, ce qu'on présente comme des prouesses technologiques, vous savez, on les attend, etc. Et finalement, ce sont des fiascos. Les taxis autonomes. Voilà, c'est fini. Non, attendez, je vais vous expliquer. On nous a présenté ça comme une prouesse technologique. Il y a des milliards qui ont été investis. Et là, c'est vrai. Et là, via d'abord deux géants, Google, qui possède la société Waymo, et General Motors, qui possède, elle, Cruise, comme Tom Cruise, vous voyez. Et depuis quelques années, ils ont fait plein d'essais, d'expériences, etc. Tout était prêt, malgré les oppositions. Là, je parle de la Californie. Je reviendrai à la fin, donc vers 18h55, sur la France. Parce que là, je commence par la Californie. Ah oui, c'est une thèse. Non, parce que pourquoi la Californie? Pourquoi la Californie? Je vous dis ça parce que souvent, les États-Unis sont souvent précurseurs en matière de technologie. En plus, là-bas, effectivement, c'est le domaine de la high-tech, etc. Et ils se sont rendus compte que finalement, leur fameux taxi autonome, sur lequel ils avaient misé énormément d'argent et qu'ils avaient présenté comme la révolution technologique en matière de mobilité dans les années qui viennent, ce sont vraiment, je dirais, des machines pourries, quoi. Parce que d'abord, ils se sont rendus compte qu'il y avait pas mal de problèmes. Exemple, ils se sont rendus compte finalement qu'au bout de 8 kilomètres, ces taxis autonomes buguaient, s'arrêtaient instantanément. C'est incroyable. Non, mais attendez, je termine, ce n'est qu'un début. Mais le pire, c'est qu'il y a eu pas mal d'accidents à San Francisco récemment, dont un accident qui a failli coûter la mort d'une femme, à cause d'un taxi autonome, parce qu'ils n'arrivent pas vraiment à reconnaître les obstacles. C'est quand même incroyable, alors qu'ils sont faits pour, normalement. Donc il y a eu plein de gens... En politique, c'est pareil, il y en a plein qui ne reconnaissent pas les obstacles. Ils ont bloqué des carrefours dans plein d'endroits de San Francisco. Et alors finalement, General Motors, aujourd'hui, pour vous dire qu'il y a des conséquences en plus économiques, devant le désastre de cette prouesse technologique, General Motors, aujourd'hui, est donc contraint d'arrêter la production de ces taxis autonomes. Et même il y a Mais une petite question, René, ils étaient en circulation? Oui, absolument. Ce sont des tests? Ah non, ils étaient en circulation avec des clients. C'est-à-dire, il y avait vraiment des clients qui ne peuvent rien faire, malheureusement. Donc ils sont retrouvés dans ces situations. La Cour de Californie, d'ailleurs, a même suspendu maintenant l'autorisation de ces taxis autonomes, à la fois pour Cruise et pour Waymo, donc c'est quand même incroyable. Donc pour l'instant, tout est stoppé. Et on avait aussi présenté ça en France comme une prouesse technologique, parce qu'il y avait une société qui s'appelait la société Navia. Vous voyez, je connais un peu le sujet quand même, vous voyez. Oui, c'est presque trop. Voilà, et je n'ai pas fini. La société Navia, j'ai fini. La société Navia, qui était une jeune société vraiment start-up, qui avait quand même 300 employés, qu'on avait présenté comme la future grande compagnie de taxi autonome. Et bien finalement, cette société a fait faillite, a été en liquidation judiciaire il y a 6 mois. Compliqué. 300 personnes sur le carreau. Des JO, et qui avait donné rendez-vous pour les JO. Exactement. Donc vous voyez, comme quoi des fois, tout ce qu'on présente comme des grande prouesse technologique, eh bien finalement ce n'est pas ça, et que finalement la présence humaine est quand même importante. Bien sûr, je termine en disant, bien sûr, tous les chauffeurs de taxi étaient opposés, bien sûr, en l'occurrence en Californie, même aussi à Lyon, à ces taxis autonomes, parce qu'effectivement pour eux c'était effectivement un vrai problème en termes d'emploi. Mais vous monteriez, vous, dans une voiture sans chauffeur, totalement en confiance, Philippe Bilger? Non, moi je ne serais monté que dans un taxi conduit par René. Olivier D'Artigol? Non. Et vous, Cécile? Non, vous savez, moi c'est moi qui conduis la plupart du temps, donc même les chauffeurs de taxi ils me laissent le volant. Alors dernière chose, ça n'empêche, il n'empêche que le grand équipementier français Valeo a signé un accord avec un grand industriel chinois dans le domaine. Donc ils vont quand même mettre en place des nouvelles expérimentations. Ils ont signé un gros contrat il y a quelques mois. Mais moi, je ne crois pas du tout à ça. Quoi. Exactement. Vous voyez que Qu'est-ce que ça aurait été si vous aviez été long, mon cher René? C'était la chronique de Hubert Chiche. Après la présentation du plan, on peut donc... René, c'était incroyable. C'était quand même intéressant. C'était passionnant. C'était aussi intéressant que celle de Philippe et celle d'Olivier. Il y avait une bonne variété dans les sujets. On a été très bons là. C'est bon, vous pouvez écouter et on a arrêté de combler, c'est bon.
On peut y aller. Allez, merci. Allez, dans 2 semaines, depuis 2 semaines, le Pas-de-Calais subit de fortes inondations. 1400 personnes ont été évacuées de leur logement. 5000 logements, justement, aujourd'hui, sont sous les eaux. On en parle dans quelques instants. Et est-ce que finalement les territoires entiers vont devenir inhabitables? Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Yannick Moreau est avec nous, président de l'Association nationale des élus des littoraux et maire des Sables d'Olonne en Vendée. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Va-t-on de plus en plus vers des zones finalement inhabitables en France, des zones entières? Non, je ne le crois pas. Je crois que l'homme, comme toujours, va s'adapter aux éléments et qu'on va pouvoir construire un avenir durable et désirable et agréable sur le littoral et dans les secteurs qui sont touchés aujourd'hui par les intempéries. Enfin, une parole positive. Ah oui. On en parle avec vous dans quelques instants. 0826 300 300, vous les commentez. Vous êtes les bienvenus jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix jusqu'à 19h avec nos amis. Bah oui, c'est presque nos amis maintenant. Hein. Nos amis, nos ennemis. Olivier d'Artigol est là, René Chiche est là, Philippe Bilger est là, bien entendu, et vous au 0826 300 300. Philippe, c'est moi, Cécile, c'est... Vous m'avez appelé un taxi pour mon départ? Oui, autonome. Oui. Voilà. Vous savez quoi, allez-y tout de suite. On vous rappellera d'une cabine qui fonctionne. Allez tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et le président de la République s'est rendu dans les Hauts-de-France hier. 244 communes classées en catastrophe naturelle dans le Pas-de-Calais, le Nord, et après avoir subi forcément plusieurs jours de pluie et d'inondations, un phénomène qui touche 5000 habitations, 1400 personnes évacuées depuis le 6 novembre. Avec l'augmentation de ce phénomène météorologique extrême à terme, des zones entières de l'Hexagone pourraient peut-être se retrouver sous l'eau. On en parle avec notre invité Yannick Moreau, qui est avec nous, président de l'Association nationale des élus de littoraux et maire des Sables d'Olonne en Vendée. Bonsoir, merci d'être avec nous, monsieur le maire. Bonsoir. Petit tour de table d'abord de nos vraies voix sur l'avenir finalement de nos territoires, Philippe. Alors, ma chère Cécile et Philippe, je ne peux malheureusement sur ce sujet, dans la mesure où j'ai toujours été indemne de telles catastrophes, proférer que des banalités. Mais j'espère le faire avec sensibilité. Quand je regarde par exemple à la télévision ces catastrophes, ces gens qui avec un courage et une résilience absolue surmontent tout cela, ne savent pas où ils vont dormir, sont obligés de monter à l'étage, sont transportés en barque, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire qui devrait nous rendre plus conscients de nos avantages. Mais heureusement, monsieur le maire, dans son résumé évidemment très rapide, a indiqué qu'il y avait des motifs d'espoir et qu'il n'y avait aucune fatalité dans ces catastrophes naturelles. Je suis très heureux de l'entendre tout à l'heure. Je vais laisser du temps à monsieur le maire, mais vous savez qu'à l'échelle des collectivités, ces enjeux-là sont maintenant beaucoup travaillés, anticipés, avec des décisions concernant l'aménagement qui tient en compte, on n'aménage plus comme on aménageait il y a 20-30 ans, et tant mieux, même s'il y a encore des efforts à faire. René Chiche. Oui, alors moi j'ai lu une étude récemment qui montrait que par exemple une ville comme Bordeaux ou même Saint-Nazaire ou même quelques villes dans la région de Montpellier pourraient être sérieusement concernées par des inondations bien sûr, mais qui justement provoquerait le départ des habitants. Donc, et dernière chose, face au niveau de la mer, aux inondations, je pense que la vraie préoccupation, ce sont les choses à mettre en place, plus que le niveau de la mer. On peut quand même se défendre face à cette catastrophe naturelle avec des barrages consistants, des digues, des choses comme ça. Par exemple, il y a une ville comme, je crois que c'est Rotterdam, qui a mis en place un énorme système, il me semble. Depuis les années 50 aux Pays-Bas avec les polders. Mais ils ont l'air absolument bien protégés. Donc je pense qu'il y a aussi ce système à mettre en place, mais je vais laisser la parole à monsieur le maire. Vous êtes victime, vous avez été victime d'inondations ou d'éboulements, parce que ça existe aussi, ou de montée des eaux, de la mer ou des rivières. Venez témoigner au 0826 300 300. Inondation des territoires entiers vont-ils devenir inhabitables? Vous dites oui à 48%, non à 45% et sans avis 7%. Yannick Moreau, vous êtes président de
de l'Association nationale des élus des littoraux et maires des Sables d'Olonne en Vendée. Vous avez donné un avis positif, mais pour répondre à nos vraies voix, qu'est-ce que vous voudriez leur répondre après leur tour de table ? D'abord, il faut rester humble par rapport à la nature. Hein. Nul ne peut prédire le niveau de précipitation, nul ne peut prédire la force d'une tempête. Ça fait partie des choses qui peuvent survenir et donc auxquelles il faut pouvoir faire face. Si vous voulez, il y a un décalage en fait entre la connaissance empirique séculaire des dangers qui menacent les territoires ruraux ou littoraux, cette sagesse et cette connaissance empirique qui est sédimentée depuis des décennies et des siècles par les figures locales et qui pensent savoir ce qu'on pourrait faire ou ce qu'on devrait faire, et la réalité des choses qu'on a le droit de faire. Vous voyez, et ça fait par exemple, si on prend le Pas-de-Calais, je discutais ce matin avec Jean-François Rapin, qui est sénateur du Pas-de-Calais, et qui me dit, tu te rends compte, Yannick, on nous demande ce matin de faire en urgence des digues qu'on nous interdit de faire depuis 15 ans. Et en fait, il y a un problème de défiance de l'État central et de la haute administration par rapport à des solutions de bon sens empiriques que les élus locaux aimeraient pouvoir mettre en œuvre de manière raisonnable pour protéger les biens et les personnes surtout, évidemment. Et ce serait quoi, par exemple? Parce que là, vous parlez de digues, mais est-ce qu'il y a des solutions à apporter rapidement, justement, pour endiguer ce problème? Alors, il n'y a pas de solution miracle et généraliste, en fait. Les solutions, elles sont au cas par cas, c'est du sur-mesure, commune par commune, j'allais dire même kilomètre de côte par kilomètre de côte. Parfois, ce sera reculé par rapport à une falaise qui est en érosion et qui risque de s'effondrer, parfois. Parfois, comme à Biarritz, où la ville est construite au-dessus de la falaise, c'est protéger et consolider la falaise pour que la ville ne tombe pas dans la mer. Parfois, c'est consolider des digues, parfois c'est autre chose. En fait, chaque situation communale, et même parfois avec différentes situations et différentes solutions par commune, il faut accepter l'idée que les élus locaux, les élus territoriaux, les maires peuvent avoir des idées qui peuvent être bonnes et qui peuvent ne pas être nécessairement ce que demande la haute administration française. Philippe Bilger. Monsieur le maire, pardon de revenir au début de mon propos de tout à l'heure. Est-ce que les habitants de vos communes sont très inquiets devant le futur qui les menace, ou est-ce qu'ils vivent avec cette sorte de philosophie en attendant le désastre suivant? Alors, je pense que ils ne vivent pas avec la philosophie, mais ils ne sont pas encore très inquiets non plus. Je suis vendéen, pas normand, c'est une réponse un peu entre les deux. C'est-à-dire que ils ont conscience que le risque existe et qu'il surviendra un jour, mais la vie est tellement agréable sur le littoral français et sur le bord de mer que si c'est pour 20 ans, 30 ans, 50 ans, 80 ans, finalement, est-ce que ça vaut pas le coup quand même de prendre le risque en attendant? Et donc la loi s'améliore, la connaissance du risque s'améliore et chaque personne, chaque propriétaire, chaque locataire de logement concerné par un risque naturel en bord de mer en est ou en sera informé dans les mois ou dans les années qui viennent, parce que c'est une obligation qui apparaît dans les documents d'urbanisme, dans ce qu'on appelle les PLU, etc., quand on achète, quand on vend, etc. Mais malgré ce risque qui peut arriver, mais on ne sait pas à quelle échéance, le marché de l'immobilier ne s'effondre pas sur ces biens de bord de mer parce que il y a la perspective de pouvoir en jouir encore quelques décennies. C'est d'ailleurs un peu ce qui se passe à Paris, vous voyez, on sait que il y a des immeubles de quai de Seine qui peuvent être inondés. Est-ce que ça a fait baisser le coût de l'immobilier sur les quais de Seine? Je suis pas tout à fait sûr. C'est vrai que Olivier d'Artigol, qui bien que pas loin, ne vous fera pas une réponse de Gascon. La connaissance du risque s'améliore, et puis je suis totalement d'accord sur le fait que l'État central devrait davantage être à l'écoute des élus locaux qui sont les experts du quotidien de leur territoire. J'ai lu une info hier qui m'a ému. C'est très certainement les élus de Saint-Malo vont devoir déplacer le tombeau de Châteaubriand. On ne peut plus faire le tour du tombeau de Châteaubriand et les élus commencent à réfléchir au fait de le déplacer.
Comme ça, s'il avait été déplacé avant, Jean-Paul Sartre n'aurait pas pu uriner sur lui. J'étais sur Philippe. Oh là là. Allez, 0826 300 300, appel de Gironde. Et c'est Marianne qui est avec nous. Bonsoir Marianne. Bonsoir Marianne. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio et merci de nous écouter. Vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir déjà sur cette question de faut-il reculer, est-ce qu'il va y avoir des zones inondées? Mais bien évidemment, moi j'habite en Gironde, j'habite à Lacanau, donc vraiment en bord de l'océan. On sait très bien qu'on va pas pouvoir rester comme ça. Mais moi la question que je pose, c'est qui va payer le coût du recul et de combien de mètres, de kilomètres on recule les villes? On voit, par exemple, moi, donc la Gironde, c'est en Nouvelle-Aquitaine. On sait quand même que le budget, par exemple, de la région est quand même sacrément obéré par justement la gestion du littoral et la gestion du trait de côte. Qui va payer? L'État, les collectivités locales. Comment on va indemniser les gens? À quelques kilomètres de chez moi, il y a la ville de Soulac. Il y a eu donc le bâtiment qui s'est effondré. Le signal. Voilà, c'est la résidence du Signal qui s'est effondrée. Ça a mis énormément de temps avant d'être réglé. Donc voilà, c'est au pouvoir public de dire... parce que c'est bien, les maires ont des idées, mais les maires n'ont aucune capacité financière à travailler ça. Donc oui, effectivement, les solutions peuvent venir du terrain et des élus, mais derrière, il faut qu'il y ait un relais de l'État. Il faudrait que l'État anticipe, chose que l'État ne fait plus du tout, d'anticiper ce genre de situation. Vous restez avec nous. Oui, allez-y, pardon. Et je voudrais juste ajouter quelque chose, même si je sais que c'est plus du tout dans le débat, mais par rapport au début donc de l'émission où vous parliez de diffuser auprès du grand public les images qui ont été tournées par le Hamas, de grâce, ne le faites pas. C'est à ceux qui sont en responsabilité et au pouvoir d'assumer ces images et de les voir mais pas il faut avec les enfants sont avec les réseaux sociaux, c'est énorme, c'est très difficile d'arriver à contenir ce qu'ils regardent. Donc surtout pas. En tout cas, mais voilà, la grande question, c'est par rapport aux communes, c'est savoir qui paye, qui va prendre ça en charge. En tout cas, nous ne diffuserons bien entendu pas ces images. Yannick Moreau, vous êtes président de l'Association nationale des élus et des littoraux, mais vous êtes aussi maire d'une commune. Est-ce que aujourd'hui, financièrement, c'est ce que dit Marianne, est-ce que vous pouvez faire face, alors avec cette baisse des dotations, justement à ce type de problème? Clairement non. On sait que la mer monte et malheureusement elle continue de monter. C'est encore imperceptible, mais on estime par exemple qu'en moyenne sur le littoral atlantique, c'est environ 1 cm par an. Donc évidemment, si dans 50 ans la mer était à un niveau de 50 cm supérieur, les événements et les tempêtes que nous avons subis auraient un impact beaucoup plus fort et effectivement il y aurait des risques pour les populations. Donc la question du financement est une très bonne question. Je remercie cette dame de l'avoir posée. Marianne, oui. Voilà, merci beaucoup. Effectivement, on parle potentiellement de 50 000 logements à l'horizon 2100 qui pourraient être concernés. Et donc des milliards, pour ne pas dire des dizaines de milliards. Dans l'état actuel des choses, il y a sur la question de l'érosion, il n'y a pas de financement de l'État pour aider les communes à faire face, à reculer, à s'adapter. Mais il y a une discussion qui est en cours, qui est ouverte par le gouvernement et qui doit aboutir à un fonds de solidarité nationale de l'État vers les communes littorales qui serait mis en œuvre en 2025. Donc, et puis l'indemnisation aussi des propriétaires aussi, parce que ça c'est un problème. C'est de ça que nous parlons, hein, bien sûr. Mais il n'y a pas que les propriétaires. Il y a les propriétaires évidemment, mais il y a aussi les ouvrages publics, il y a aussi les services publics, il y a aussi les entreprises, des hôtels, des campings, des commerces. Vous voyez, c'est un enjeu qui est considérable, mais parce qu'il risque de survenir dans 2, 3, 4, 5, 6 décennies, il y a une tentation naturelle de cacher la poussière sous le tapis. Nous laissons la poussière là où elle est. Et on essaye de discuter avec l'État d'un partenariat financier parce que les habitants des littoraux, il y a 8 millions de Français qui habitent sur les littoraux, ne sont pas les seuls responsables de la montée du niveau de la mer et de l'exposition du risque. Et donc il y a évidemment un besoin de solidarité nationale. Yannick Moreau, on était à Lacanau sur le littoral avec vous au Sable d'Olonne, on est sur le littoral, mais on change de littoral, direction Marseille. Bonsoir Patrick. Oui, bonsoir. Vous avez appelé au 0826 300 300, on vous écoute. Je voulais poser une question, savoir si les assurances ne pourraient pas jouer un rôle important
concernant le fait de ne plus assurer des biens qui seraient dans des situations à zone rouge, par exemple. Vrai sujet. Elle est difficile, votre question. Yannick Moreau? C'est une question qui est là aussi qui est très bonne. Les auditeurs sont très pertinents. Absolument. Pour l'instant, il y a pas Tous de les réponse, auditeurs de Sud Radio sont très pertinents. Pour l'instant, les assurances sont de plus en plus nombreuses à ne pas assurer, à ne pas prendre le risque. Et donc, il y a une discussion qui est engagée, là encore, entre les assureurs, les collectivités littorales et le gouvernement, le ministère de l'économie en particulier, pour qu'il y ait une obligation d'assurance des biens et des personnes exposées à des risques naturels. Mais est-ce que quelque part, c'est pas les assurances qui vont faire les juges de paix, hein? C'est la question des vraies voix. Des territoires entiers vont-ils devenir inhabitables? Si les assurances vous disent on vous assure pas, évidemment, vous n'allez pas aller construire à un endroit. Je pense qu'effectivement, le dernier mot peut pas être celui des assureurs. D'accord. Manifestement, c'est pas possible parce que c'est des décisions nationales, c'est une responsabilité nationale que de voir que de faire face à l'évolution du climat et que d'accompagner l'adaptation des territoires littoraux au changement climatique et au recul du trait de côte. En fait, pour revenir sur l'introduction, le sujet c'est pas de faire face et de s'opposer, le sujet c'est d'adapter la vie littorale à l'évolution du recul du trait de côte et l'élévation du niveau de la mer. Une question d'adaptation. L'homme s'est toujours adapté et on saura s'adapter. Simplement, il faut que le cadre qui soit posé à l'échelle de notre pays soit un cadre de partenariat entre l'État et les territoires littoraux et soit un cadre qui soit positif parce que le littoral attire beaucoup. Le littoral, il y a beaucoup de Français qui aimeraient vivre sur le littoral et je les comprends. C'est pas moi le maire des Sables-d'Olonne qui va leur dire parce qu'évidemment la vie est pas agréable sur le littoral. Ou alors vous allez perdre des électeurs. Simplement, effectivement, il faut anticiper. C'est des défis qui sont colossaux pour nous, qui se poseront sans doute gravement dans quelques décennies, mais qu'il faut déjà définir et circonscrire dès à présent. C'est ce que nous essayons de faire. Eh bien, on vous remercie beaucoup, monsieur le maire Yannick Moreau, président de l'Association nationale des élus et des littoraux et maire des Sables-d'Olonne en Vendée. Forcément, on adore, j'ai envie de vous dire. Oui. On arrive très bientôt, monsieur le maire. Ne bougez pas, on arrive. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci à tous nos auditeurs de ces questions passionnantes. Merci beaucoup, Philippe Bilger. On vous retrouve demain. Merci, à demain. Merci René Chiche. Merci Olivier D'Artigol. Merci René Chiche, on ne vous retrouve pas demain. Et dans un instant, on va revenir sur un sujet important puisque il y a aujourd'hui tout un pan de l'immobilier qui souffre. Ce sont la construction neuve. À tel point qu'on risque de perdre 300 000 emplois dans l'hypothèse pessimiste en 2024. Et il y a un rapport parlementaire qui vient de sortir à ce sujet, Cécile. On en parle dans un instant avec nos invités. Restez avec nous. On est ensemble jusqu'à 20h avec Philippe David et nos invités. À tout de suite.